Tonton, ta femme a mis du poison dans ton dîner, cria une petite mendiante à un millionnaire qui rentrait plus tôt du travail. Lorsqu'il arriva chez lui, il échangea son assiette avec celle de sa femme, et ce qui se passa ensuite le laissa sans voix. Émile Duval, 56 ans, était l'un de ces hommes que l'on croit avoir tout réussi. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe répartis entre Paris, Genève et Barcelone, il vivait reclus dans une demeure imposante, nichée entre les collines boisées aux abords de Lyon. La bâtisse, de style néoclassique, ressemblait davantage à un musée qu'à une maison de famille. Des couloirs vastes, des meubles d'époque, une propreté méticuleuse. Tout y respirait la précision, le contrôle et, paradoxalement, une étrange froideur. Chaque matin, Émile se levait à 6 heures, même le dimanche. Il prenait un café noir sans sucre, assis toujours à la même place, face à la baie vitrée donnant sur le jardin à la française. Il lisait Le Figaro, consultait les derniers chiffres de ses entreprises et envoyait une série de courriels stricts à ses directeurs. Ensuite, il enfilait l'un de ses nombreux costumes sombres et montait dans sa berline noire conduit par Charles, son chauffeur fidèle depuis 20 ans. Le rituel ne variait jamais. Chaque détail de ses journées était réglé comme du papier, à musique. Isabelle, sa femme depuis 10 ans, s'était adaptée à cette existence réglée, bien que leur relation au fil du temps se soit figée dans une routine distante. Isabelle avait 20 ans de moins qu'Émile. Ex-mannequin d'origine. Belge, elle possédait une beauté glaciale, élégante, presque irréelle. Elle passait le plus clair de son temps entre des soins esthétiques, des galas mondains et la gestion de son compte Instagram où elle partageait des clichés d'une vie luxueuse. Les mots entre eux étaient rares, presque mécaniques. Leurs regards ne se croisaient plus avec la même intensité qu'au début. Émile, trop absorbé par ses affaires, n'avait pas vu le moment précis où leur complicité avait disparu. Elle, de son côté, semblait flotter dans une bulle inaccessible. Mais ce mardi d'octobre, tout bascula. Une réunion annulée à la dernière minute, un agenda soudain allégé et une envie soudaine, inhabituelle, de rentrer plus tôt à la maison. Il ne pleuvait pas encore, mais le ciel de Lyon s'assombrissait à mesure qu'il s'engageait sur la route du retour. Charles, surpris, l'avait regardé par le rétroviseur en lui demandant si tout allait bien. Émile avait simplement hoché la tête. Il n'avait pas d'explication rationnelle à son geste, juste une sensation diffuse de lassitude, un besoin de calme, peut-être même de renouer un dialogue avec sa femme, de tenter quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Isabelle n'attendait jamais son retour avant 20 heures. Il n'était même pas encore 17 heures. En route, la pluie se mit à tomber. De fines gouttelettes s'écrasaient sur le pare-brise, brouillant la vue. Les rues étaient presque désertes. Les passants pressaient le pas sous leur parapluie noir. Émile, fatigué, demanda à Charles de le laisser à 2 pâtés de maison de la maison. Il voulait marcher, respirer. Le chauffeur obéit sans poser de questions. Sous la pluie fine, Émile marcha lentement, les mains dans les poches de son manteau. Il longea les vitrines d'une boulangerie, d'un antiquaire, d'un café désert, puis au feu rouge d'une petite rue secondaire, il s'arrêta pour laisser passer une voiture. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille, trempée, pieds nus, les cheveux collés au visage, le fixait depuis le trottoir opposé. Elle ne semblait pas mendier ni avoir peur. Elle semblait déterminée. Ses yeux clairs, presque gris, le transperçaient. Émile fronça les sourcils. Il se demanda s'il la connaissait, mais il était certain de ne jamais l'avoir vue. Lorsqu'il s'apprêta à traverser, la fillette courut vers lui. Ce n'est que lorsqu'elle fut à 1 mètre de lui qu'elle cria, la voix tremblante mais claire, « Tonton, ta femme a mis du poison dans ton dîner !» Et avant qu'il ait pu réagir, elle disparut dans une ruelle, laissant Émile seul au milieu du trottoir, le cœur battant à tout rompre, la pluie ruisselant sur son visage figé de stupeur. Émile resta figé au milieu du trottoir, le regard perdu dans la ruelle par laquelle la fillette avait disparu. Son cerveau, d'ordinaire si rationnel, peinait à comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Ta femme a mis du poison dans ton dîner », une phrase lancée comme un coup de tonnerre dans le calme morne de son existence. Il la répéta mentalement plusieurs fois, essayant de lui donner un sens, une logique, une explication. Mais rien ne collait. Comment cette enfant pouvait-elle connaître son nom? Et surtout, comment pouvait-elle savoir ce qu'Isabelle avait cuisiné ou ce qu'elle y aurait mis? Il se força à reprendre sa marche. Son cœur battait un peu plus vite qu'à l'habitude.
Mais il se convainquit que ce n'était qu'une coïncidence étrange, le fruit d'un malentendu. Peut-être même un jeu d'enfant dérangé. Des hallucinations, peut-être? Il n'avait pas mangé depuis midi, l'air humide, la fatigue. Tout cela pouvait affecter sa perception. Pourtant, cette voix, ce regard fixe et limpide, cette façon de l'appeler tonton, rien de tout cela ne ressemblait à un délire. En arrivant devant la grille de sa propriété, il s'arrêta un instant. Habituellement, il entrait sans réfléchir. Ce soir, il sentit un poids inhabituel sur ses épaules. Il inspira profondément, comme pour repousser l'inquiétude qui grimpait en lui, puis entra. Les lumières extérieures étaient déjà allumées, projetant des ombres douces sur le gravier du jardin parfaitement taillé. Il monta les marches du perron, glissa la clé dans la serrure et ouvrit la porte d'entrée. L'odeur de nourriture chaude flotta immédiatement jusqu'à lui. Mais ce n'était pas un fumet ordinaire, un parfum trop prononcé d'herbe, de sauce épaisse, de quelque chose d'étranger. Il referma la porte derrière lui et accrocha son manteau, silencieux. Le hall, d'ordinaire sombre à cette heure, était illuminé par une lumière douce venant de la salle à manger. Ce détail, anodin pour n'importe qui d'autre, fit naître une nouvelle tension dans sa nuque. Isabelle ne préparait jamais le dîner elle-même. C'était l'affaire de la gouvernante Lucette, qui terminait son service à 17 heures. Pourtant, il entendait le cliquetis des couverts et des verres en cristal. Lorsqu'il entra dans la pièce, Isabelle leva les yeux vers lui avec un sourire éclatant, presque irréel. « Mon amour, quelle surprise! Tu es rentré si tôt. » Elle portait une robe rouge qu'il ne lui avait jamais vue. Ses cheveux étaient relevés avec soin, son maquillage impeccable. La table, recouverte d'une nappe blanche et de chandelles allumées, ressemblait à une mise en scène de magazine. Au centre, 2 assiettes fumantes, du vin décanté, des serviettes pliées en éventail. « Je voulais faire quelque chose de spécial, poursuivit-elle d'une voix douce. On ne passe plus assez de temps ensemble, tu ne trouves pas? Émile la regarda troublé. Il n'arrivait pas à détacher son esprit de l'image de la fillette. Tout cela paraissait trop parfait, trop soudain. Isabelle ne faisait jamais ce genre de surprise. Elle ne s'intéressait plus à lui de cette manière depuis des années. Il tenta de sourire, mais ses lèvres se crispèrent. « C'est très gentil de ta part. Je ne m'y attendais pas. » Il s'assit, ses yeux examinant chaque élément sur la table. L'assiette devant lui contenait un magret de canard nappé d'une sauce brunâtre, accompagné de gratin dauphinois. C'était l'un de ses plats préférés et elle le savait, mais il n'arrivait pas à s'en réjouir. Son regard glissa vers la cuisine, dont la porte était entr'ouverte. Pas de Lucette, pas un bruit. « Tu as tout préparé toi-même » demanda-t-il d'un ton neutre. « Oui, j'avais envie » répondit-elle sans ciller. « J'ai suivi une recette. Sur Internet. Tu vas adorer. » Elle leva son verre de vin. « À nous. » Émile, dans un geste instinctif, leva le sien. Ses mains étaient calmes, mais à l'intérieur, une alarme silencieuse hurlait. Il but une gorgée, posant lentement son verre. Puis, tout en continuant de la regarder, il eut une idée froide, mécanique, terrifiante. « Et si on échangeait les assiettes ?» demanda-t-il soudain. Isabelle eut un léger mouvement de recul. « Pourquoi ?»« Comme ça, un jeu, une manière de casser la routine. » Elle hésita. 1 seconde. 2. Puis, avec un rire forcé, elle accepta. « D'accord, pourquoi pas ?» Ils échangèrent les assiettes. Émile fit attention à ne rien renverser, à ce que tout paraisse naturel. Isabelle reprit son couteau, coupa un morceau de viande, le porta à ses lèvres. Il l'observa. Elle mâcha lentement, souriant d'abord, puis fronçant les sourcils. Ses doigts tremblèrent légèrement. Le sourire s'effaça. « Qu'est-ce que c'est ta mère ?» murmura-t-elle. Puis tout alla très vite. Elle porta la main à sa gorge, ses yeux s'écarquillèrent. Elle tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Un râle sortit de sa bouche. Elle s'effondra, renversant son verre sur la nappe blanche. Le vin rouge se mêla à la sauce du plat. Émile, figé, regardait la scène sans pouvoir bouger. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un malentendu. La fillette disait vrai. Le temps sembla suspendu dans la salle à manger. La nappe était tachée de vin. La chandelle la plus proche vacillait sous le souffle irrégulier d'un vent qui n'existait pas. Isabelle gisait, inconsciente, à moitié effondrée sur la chaise renversée,
ses cheveux trempés dans la sauce. Son teint avait viré au gris. Émile, incapable de détacher son regard de son corps inerte, restait figé comme une statue. L'odeur du plat, auparavant appétissante, lui semblait maintenant écœurante. Il n'y avait plus de doute. Le poison n'était pas une invention. Il venait de sauver sa propre vie par un simple réflexe. La panique monta lentement comme une marée sourde. Il se leva d'un bond, faisant grincer la chaise sur le parquet. Sans même réfléchir, il sortit son téléphone de sa poche intérieure et composa le numéro des urgences. Sa voix était blanche, presque étrangère à lui-même lorsqu'il parla. Ma femme. Elle s'est évanouie. Elle a mangé quelque chose. Je crois, vite! 17 rue de la Colline Montanet. Il raccrocha le souffle court. Il s'agenouilla auprès d'Isabelle, vérifiant si elle respirait encore. Un faible souffle s'échappait de ses lèvres, irrégulier. Son front était brûlant, son pouls à peine perceptible. En l'espace de quelques minutes, des sirènes se firent entendre au loin, et bientôt la maison fut envahie par le claquement des bottes, les voix précipitées, les lumières blafardes des ambulanciers. Ils l'emmenèrent sur une civière, sans perdre une seconde. L'un d'eux, un jeune homme au regard concentré, lui lança une question rapide. « Vous savez ce qu'elle a ingéré ?» Émile, sec, répondit « Non. Elle a cuisiné ce dîner et elle a eu un malaise juste après avoir mangé. » Le mot « empoisonnement » resta coincé dans sa gorge. L'ambulance partit, laissant Émile seul dans le silence retrouvé de la maison. Il resta debout au milieu de la pièce, le regard fixé sur la table renversée. Des gouttes de vin tombaient lentement de la nappe sur le sol, dans un rythme régulier, presque cérémoniel. Il essaya de mettre de l'ordre dans ses pensées. Qui était cette fille? Comment savait-elle ce qu'Isabelle préparait? Pourquoi Isabelle aurait-elle tenté de l'empoisonner? La femme avec qui il avait partagé 10 ans de vie, avec qui il avait bâti une image publique de stabilité et d'élégance, était-elle réellement capable d'un tel acte? Il retourna dans la cuisine. L'assiette qu'il aurait dû manger était encore là, intacte. Il s'approcha, la renifla doucement. Une odeur forte, inhabituelle, s'en dégageait. Quelque chose d'amer, presque métallique. Il prit une cuillère et la plongea dans la sauce, la porta au-dessus d'un petit verre vide et la laissa couler doucement. Il recouvrit le verre d'un film plastique et le plaça dans un sac congélation. Il ne savait pas encore pourquoi il faisait cela, mais une intuition profonde lui criait que ce détail aurait son importance plus tard. En remontant à l'étage, il entra dans leur chambre. Tout y était parfaitement rangé, comme toujours. Mais son regard fut attiré par la coiffeuse d'Isabelle. Des flacons de parfum, des boîtes de maquillage, des bijoux parfaitement ordonnés. Pourtant, il y avait là quelque chose de nouveau. Un petit carnet en cuir noir, posé à moitié, ouvert. Ce n'était pas dans ses habitudes de laisser quoi que ce soit traîner. Il s'en empara hésitant, puis l'ouvrit. Ce n'était pas un journal intime. Juste des notes, des listes, des noms. Certains barrés, d'autres entourés. Des lieux, des heures, des rendez-vous sans contexte. Mais l'un des mots écrits en lettres capitales au bas d'une page fit se tendre ses mâchoires. Samedi, dossier Émile, transmission finale. Rien d'autre, pas de date. Mais l'écriture était récente. Il referma le carnet, son cœur battant plus fort. L'angoisse était maintenant devenue certitude. Sa femme menait une double vie. Et ce dîner n'était que la dernière étape d'un plan longuement prémédité. Mais dans quel but? La question le hantait plus que la trahison elle-même. Il descendit dans son bureau, un espace où il se sentait encore maître de lui-même. Il ouvrit son coffre-fort et en sortit une chemise contenant les relevés bancaires personnels d'Isabelle. Il s'était promis, des années auparavant, de ne jamais fouiller dans ses affaires. Mais ce soir, plus aucune promesse ne tenait. Il parcourut les documents avec attention. Plusieurs virements de montants conséquents vers des comptes inconnus. Des transactions en Suisse, au Luxembourg. L'un des noms figurant sur les relevés attira son attention. Une société dont il n'avait jamais entendu parler, enregistrée à Chypre. À côté, une série de chiffres et de lettres, peut-être un identifiant bancaire. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas un simple empoisonnement, c'était un engrenage complexe, peut-être un vol organisé, un piège tendu depuis longtemps, et dans lequel il n'était tombé que parce qu'une enfant inconnue avait crié son avertissement au bon moment. Mais qui était-elle?
Et comment savait-elle tout cela? L'obscurité s'était installée sur la propriété, recouvrant les murs de la maison d'une pénombre lourde, presque étouffante. Émile restait seul, debout dans le bureau, tenant encore entre ses doigts le relevé bancaire. Il avait toujours cru que les secrets se cachaient dans les silences ou les regards fuyants. Il n'avait jamais imaginé qu'ils se glissaient dans les chiffres, dans les colonnes discrètes des transferts anonymes. Chaque ligne semblait hurler la trahison. Mais c'est la scène du dîner qui revenait sans cesse dans son esprit. La voix de la fillette, aussi nette que si elle avait été encore là. Le regard d'Isabelle, à la fois surpris et tendu, lorsqu'il avait proposé de changer les assiettes. Ce minuscule temps d'hésitation qui, à présent, prenait tout son sens. Et puis le moment décisif. L'instant où elle avait goûté, machinalement, ce qu'elle croyait être le repas destiné à Émile. Il revoyait la goutte de sueur perlée sur son front maquillé, les tremblements, l'effondrement, le bruit, sourd du verre renversé. C'était comme si le monde avait ralenti, concentré toute son horreur dans cette unique séquence. Ce n'était pas une crise passagère, ce n'était pas une allergie. Les médecins n'avaient pas encore livré leur diagnostic complet, mais le mot « toxique » avait déjà été prononcé. Émile l'avait entendu de la bouche de l'urgentiste avant qu'il ne ferme les portes de l'ambulance. Il l'avait entendu et il avait compris que ce que la petite avait crié dans la rue était réel, tangible, meurtrier. Il retourna dans la salle à manger. L'atmosphère y était différente. Le chaos du dîner demeurait figé, une chaise renversée, la nappe imbibée, l'odeur rance d'un plat abandonné. Mais il y avait autre chose, un frisson dans l'air. La sensation que ce lieu, autrefois neutre, avait basculé dans un autre monde. Un monde où l'on ne pouvait plus faire confiance à personne. Il s'approcha de l'assiette d'Isabelle. Elle n'avait pris qu'une bouchée. À peine un morceau de viande et une demi-cuillère de sauce. C'était suffisant pour provoquer cette réaction. Il s'imagina quelques instants à sa place. Si la fillette n'avait rien dit, s'il n'avait pas eu cette impulsion étrange, il serait peut-être mort là, sur cette chaise, sans jamais comprendre pourquoi. Il ramassa lentement les couverts, les déposa dans un sachet hermétique, puis fit de même avec l'assiette. Il n'était pas un enquêteur ni un homme de terrain, mais il sentait que ces éléments devaient être préservés. Il n'avait pas encore décidé s'il les remettrait à la police ou à un avocat. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il voulait comprendre. Comprendre pourquoi Isabelle avait voulu le tuer. Son regard se porta ensuite sur la bouteille de vin. Il l'ouvrit, huma le goulot, aucun parfum suspect. Il en versa un peu dans un verre, l'agita doucement, observa la couleur, rien d'anormal. Il en conclut que le poison ne s'y trouvait pas. C'était donc bien dans le plat qu'elle l'avait introduit. Il monta ensuite dans leur chambre. Il avait besoin de trouver un indice, une trace, une preuve plus claire. Quelque chose qui puisse relier Isabelle à cette tentative de meurtre. Il savait qu'il était au centre d'un plan plus vaste, mais il ne savait pas encore à quelle échelle. La chambre était comme toujours, parfaite, rangée, froide. Il se dirigea vers la coiffeuse puis vers le dressing. Il fouilla les tiroirs, rien d'incriminant, jusqu'à ce qu'il trouve, cachée derrière une rangée de chaussures, une petite boîte noire. À l'intérieur, des clés, un badge, d'accès à un immeuble inconnu, une clé USB. Il redescendit immédiatement pour insérer la clé dans son ordinateur personnel. Le contenu était crypté, mais un dossier ne nécessitait aucun mot de passe. Il s'ouvrit aussitôt. À l'intérieur, des scans de documents, des contrats, des extraits de comptes, tous au nom d'Isabelle ou de pseudonymes, des sociétés écrans, des mandataires aux noms étrangers, et au bas de l'un des documents, la signature d'un homme qu'Émile connaissait trop bien, Marc Vélin. Émile sentit son estomac se nouer. Marc avait travaillé pour lui 5 ans plus tôt, responsable financier dans l'une de ses filiales parisiennes. Il avait été licencié après qu'un audit ait révélé des irrégularités. Mais Émile n'avait jamais soupçonné une implication d'Isabelle. Du moins, pas à l'époque. Il croyait alors à un simple cas de fraude individuelle. Il rassembla tous les éléments découverts, les rangea soigneusement dans un sac. Puis il appela son avocat personnel, Claude Meunier, un vieil ami de la famille. « Claude, j'ai besoin que tu viennes immédiatement à Montané. Il se passe quelque chose de très grave. Et je crois que je suis en danger. » Claude tenta de lui poser des questions, mais Émile insista sur la discrétion. Il raccrocha, se sentant pour la première fois comme un homme pourchassé dans sa propre maison, assis seul,
dans le grand salon où résonnaient encore les échos d'une vie construite sur des illusions, il comprit que la trahison n'était que la surface d'un gouffre beaucoup plus profond, et qu'une fillette inconnue, surgie de nulle part, venait peut-être de lui offrir une seconde chance. Le couloir de l'hôpital résonnait de pas feutrés, de bips électroniques et de murmures étouffés. Émile était assis sur une banquette en cuir froid, le dos droit, les mains jointes entre ses genoux. Il n'avait pas bougé depuis qu'on lui avait annoncé qu'Isabelle avait survécu à l'empoisonnement, mais qu'elle restait inconsciente, placée sous surveillance intensive. Le médecin, un homme aux gestes précis et au ton mesuré, lui avait expliqué que le poison était une substance rare, difficile à détecter, mais assez puissante pour provoquer une défaillance multi-organique si elle avait été ingérée en quantité plus importante. « Vous avez eu beaucoup de chance », avait-il conclu. « Votre femme aurait pu mourir. Et si vous aviez consommé le plat, je ne sais pas si vous seriez ici pour en parler. » Ces mots tournaient encore dans sa tête, comme une litanie sombre. Émile ne savait pas s'il devait se sentir soulagé ou terrifié. Isabelle, bien qu'en vie, restait silencieuse, et lui, plongé dans une solitude abyssale, revivait chaque minute de la soirée avec une clarté douloureuse. L'avocat, Claude Meunier, était arrivé peu après minuit. Son visage grave s'était fermé encore davantage lorsqu'Émile, lui, avait tout raconté. L'échange des assiettes, le malaise, les documents, les comptes à l'étranger. Claude n'avait pas posé de questions immédiates. Il avait simplement demandé à voir la clé USB, les relevés, les scans. Pendant 2 heures, ils avaient travaillé dans le bureau privé de l'hôpital, analysant les documents, les recoupant avec d'autres informations déjà en possession de Claude concernant Marc Vélin. Il y a quelque chose de structuré. Derrière ça, Émile, avait-il dit, ce n'est pas une simple trahison amoureuse. Il y a un transfert de patrimoine en cours, une création de société fictive. Tout est pensé, préparé, et si tu n'étais pas rentré plus tôt, il t'aurait peut-être tout récupéré. Ces mots, Émile les entendait à nouveau alors qu'il fixait la porte de la chambre 213, où Isabelle reposait inconsciente. Il ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qu'elle avait tenté de faire. Il se sentait comme un étranger dans sa propre histoire. Rien n'avait été réel, ni les rires, ni les voyages, ni les promesses. Un inspecteur de police se présenta peu après l'aube, un homme sec, aux yeux perçants, nommé Morel. Il parla peu, demanda les faits, sans émotion apparente. Il écouta le récit d'Émile, nota les informations sur le plat, le comportement d'Isabelle, l'échange des assiettes. Il hocha la tête à plusieurs reprises, puis déclara que le laboratoire médico-légal analyserait le contenu de l'assiette et les résidus gastriques d'Isabelle. L'enquête était ouverte et, désormais, officielle. Mais il nous manque une pièce essentielle, ajouta Morel. Ce que vous me dites est cohérent, mais nous n'avons aucune preuve concrète qu'elle ait préparé ce plat dans le but de vous nuire. Elle pourra dire qu'elle a été empoisonnée elle-même. Ce sera sa parole contre la vôtre. Sauf si vous trouvez ce lien entre elle et la substance utilisée, ou si vous découvrez la source exacte du poison. Émile acquiesça. Il savait que la justice exigerait des preuves. Pas des intuitions, pas des émotions. Il fallait plus, beaucoup plus. La seule chose qui revenait dans son esprit, comme un écho obstiné, c'était la voix de la petite fille, la certitude dans ses mots, la clarté dans ses yeux. Qui était-elle? Comment savait-elle ce qu'Isabelle avait prévu? Elle ne pouvait pas être une simple spectatrice, elle en savait trop, elle était la clé. Après avoir passé encore quelques heures à l'hôpital, Émile retourna chez lui. La maison semblait plus vide que jamais. Les volets restaient fermés. La lumière du matin luttait pour pénétrer les pièces silencieuses. Il monta directement dans son bureau et commença à chercher. Il interrogea les caméras de sécurité de la maison, découvrit que certaines vidéos avaient été effacées, probablement par Isabelle. Il fit appel à un technicien pour les récupérer. Mais, bientôt, son obsession prit une autre tournure. Il imprima une image mentale de la petite fille et décida de la retrouver. Il ne savait pas pourquoi elle l'avait aidée, ni d'où elle venait, mais il était sûr qu'elle détenait une vérité plus grande que ce qu'elle avait laissé entendre. Il retourna à l'endroit précis où elle l'avait interpellée, au feu rouge, dans le quartier de Saint-Paul. Il parcourut les rues adjacentes, interrogea les commerçants, décrivit la fillette à des passants. Certains disaient avoir vu une petite mendiante ces derniers jours, pieds nus, toujours seule, souvent près des feux tricolores. D'autres haussèrent les épaules.
Après 2 jours de recherches infructueuses, il se rendit dans un centre d'accueil pour enfants abandonnés à la périphérie de Lyon. Là, une assistante sociale au regard doux lui dit quelque chose qui le glaça. « Nous avons recueilli une petite fille il y a 3 jours. Elle se faisait appeler Luna. Elle est étrange. Elle parle peu, mais elle a demandé dès son arrivée si un certain Émile Duval était venu la chercher. » Le nom résonna dans l'esprit d'Émile comme un coup de tonnerre. Luna, une enfant errante, sans famille connue, recueillie par un centre d'accueil qui demandait après lui. Ce n'était pas une coïncidence. Ce ne pouvait pas l'être. Il regarda l'assistante sociale dans les yeux, comme pour s'assurer qu'elle ne se trompait pas. « Vous êtes certaine ? Elle a prononcé mon nom ? » « Oui, monsieur. » Très clairement. Elle ne savait ni où vous habitiez, ni ce que vous faisiez exactement. Mais elle a dit qu'elle devait vous voir. Qu'il s'agissait de vie ou de mort. Émile inspira profondément, combattant le vertige qui menaçait de le submerger. Il demanda à la voir immédiatement. L'assistante acquiesça, le fit passer dans un couloir aux murs colorés, puis jusqu'à une petite salle de repos où une fillette à l'air méfiant dessinait seule avec des feutres usés. Dès qu'elle leva les yeux vers lui, Émile sut, c'était elle. Les mêmes yeux gris, le même visage sale, mais maintenant lavé, coiffé, vêtu proprement, et cette même intensité dans le regard. « Luna » murmura-t-il. Elle acquiesça, d'un mouvement lent. « Je savais que tu viendrais. » Il s'assit en face d'elle, prenant soin de ne pas la brusquer. « Comment savais-tu ce que ma femme, ce qu'elle allait faire ?» Elle le fixa sans parler pendant plusieurs secondes, puis baissa les yeux vers son dessin. C'était un homme et une femme assis à une table, avec une assiette entre eux. Au-dessus de l'assiette, elle avait dessiné une tête de mort. Je l'ai entendue, depuis les murs. Elle venait souvent dans l'immeuble où je me cachais. Je dormais dans les sous-sols. Elle parlait avec un homme, elle disait ton nom. Émile sentit son cœur s'accélérer. Les pièces commençaient à se rassembler. Tu sais qui était cet homme? Il avait une grosse voix. Il l'appelait mon trésor. Et elle l'appelait Marc Vélin. Le nom ressurgissait à nouveau, cette fois associé à des mots qui ne laissaient plus place au doute. Émile se força à ne pas réagir trop violemment. Il tendit une main à Luna qui hésita avant de la prendre. « Tu as fait quelque chose de très important, tu sais ?» Elle haussa les épaules. « Je voulais juste pas qu'il te tue. » Ce soir-là, Émile repartit du centre avec une nouvelle obsession. Luna avait confirmé que le plan n'était pas isolé, qu'il existait une complicité, une conspiration plus large, que Marc était toujours en lien avec Isabelle. Il en parla immédiatement à Claude Meunier, son avocat, qui lança une enquête discrète sur les derniers mouvements connus de Vélin. Pendant ce temps, Émile décida de fouiller plus profondément dans ses propres affaires. Il avait toujours eu une confiance absolue dans ses systèmes de sécurité, ses audits, ses contrôles. Mais si Isabelle avait réussi à contourner tout cela, c'est qu'elle avait eu de l'aide. Il convoqua son directeur financier sous prétexte d'un réexamen de certains investissements récents. Ensemble, ils passèrent au crible les mouvements des 6 derniers mois. C'est alors qu'Émile découvrit l'ampleur réelle de la trahison. Plusieurs millions d'euros avaient été progressivement transférés vers des comptes en offshore. De petites sommes au départ, dissimulées dans des flux d'opérations courantes. Puis des montants plus importants, toujours associés à des factures d'entreprises fictives. À chaque fois, un nom réapparaissait dans les chaînes de validation, un consultant externe engagé par Isabelle pour réorganiser un portefeuille d'investissements internationaux. Ce consultant n'était autre que Marc Vélin, opérant sous un nom modifié. « Elle préparait tout ça depuis des mois », murmura Émile devant les relevés. « Peut-être des années. » Claude confirma que les comptes vers lesquels l'argent avait été transféré étaient liés à une société écran enregistrée à Chypre, que Marc gérait à travers un prête-nom. Leur objectif devenait de plus en plus clair, vider méthodiquement les ressources d'Émile tout en l'éliminant physiquement. Une opération aussi propre que brutale. Mais ce qui glaça véritablement Émile, ce fut la découverte d'un document qu'Isabelle avait tenté de numériser depuis son propre ordinateur. Un acte notarié falsifié, daté de 2 semaines plus tôt, qui stipulait que l'intégralité des biens d'Émile devait revenir à sa femme en cas de décès subit. La signature d'Émile y figurait, imitée avec un réalisme troublant. Il voulait me faire passer pour mort accidentellement et empocher tout. Claude hocha
la tête, le visage tendu. Si cette fillette ne t'avait pas parlé, personne n'aurait jamais su. Ce dossier, ce faux testament, même moi je ne l'avais pas vu passer. C'est du travail de professionnel. Émile se leva brusquement, le regard rivé vers la fenêtre de son bureau. Il sentait que le sol se fissurait sous ses pieds. Chaque révélation en entraînait une autre, comme un puits sans fond. Mais une chose était désormais certaine. Il n'avait plus de temps à perdre. Isabelle n'était pas une victime d'un plan machiavélique. Elle en était l'architecte. Et quelque part dans l'ombre, Marc Vélin attendait peut-être le moment de frapper à nouveau. Le vent d'automne balayait les rues de Lyon d'un souffle sec et froid. Émile, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, marchait d'un pas déterminé à travers les ruelles de Saint-Paul, là où tout avait commencé. L'image de Luna dans cette petite salle du centre d'accueil revenait sans cesse à son esprit. Cet enfant avait bouleversé le cours de sa vie par quelques mots, mais elle en savait plus qu'elle ne l'avait dit. Il en était convaincu. Et ce savoir, il en avait besoin. Mais lorsqu'il retourna au centre pour la revoir, on lui annonça que Luna était partie. « Elle s'est enfuie ce matin », expliqua l'assistante sociale, inquiète. « Elle a laissé ça pour vous. » Elle tendit une feuille pliée. Émile la prit, la déplia lentement. L'écriture était tremblante, enfantine. « Je ne peux pas rester. Quelqu'un est venu ici. Il sait que je vous ai parlé. Je vais me cacher. Je reviendrai quand ce sera sûr. » Le message lui serra la poitrine. Il se mordit la lèvre. Qui était venu? Comment avait-il su? Isabelle était toujours hospitalisée, Marc, officiellement introuvable. Mais quelqu'un dans l'ombre traquait cette fillette. Et s'il tentait de la faire taire, c'est qu'elle possédait une vérité encore plus dangereuse. Émile lança alors une nouvelle recherche. Il contacta discrètement plusieurs ONG et centres d'hébergement informels de la région, engagea un détective privé pour retrouver la trace de Luna. En parallèle, il continua de plonger dans les ramifications financières de la conspiration. Chaque document étudié révélait une nouvelle faille, une nouvelle dissimulation. Il comprenait maintenant que le plan n'avait pas commencé récemment. Isabelle, dès leur mariage, avait agi avec une stratégie lente et méticuleuse. Mais ce qui l'obsédait le plus, c'était le lien entre elle et Marc. Comment s'était-il retrouvé? Pourquoi tant de haine, tant de patience pour détruire? Sa vie. Une semaine passa sans nouvelles de Luna. Émile commençait à craindre le pire. Puis un matin brumeux, son détective l'appela. « J'ai peut-être quelque chose. Une petite fille correspondant à sa description a été vue à Villeurbanne, près d'un vieux bâtiment désaffecté. Les riverains disent qu'elle entre et sort par une grille rouillée, souvent la nuit. » Émile s'y rendit aussitôt, seul. Il préférait éviter la police pour le moment. Le quartier était gris, marqué par la misère. Le bâtiment, autrefois une usine textile, ressemblait à une ruine. Il contourna la grille, trouva une ouverture, pénétra prudemment dans l'obscurité poussiéreuse. Des bruits étouffés résonnaient au loin. Gouttes, courants d'air, pas discrets. Il monta un escalier rouillé, poussa une porte à moitié, décrochée, et là, dans un recoin éclairé par un ray de lumière, il la vit. Luna, recroquevillée dans une couverture usée, le regarda sans surprise. « Tu es venu. » Émile s'agenouilla lentement. « Bien sûr que je suis venu. Tu m'as sauvée, Luna, et je veux te protéger maintenant. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, après un long silence, elle dit « Il parlait ici. Isabelle venait avec lui, parfois la nuit. Il croyait que personne n'écoutait, mais j'étais là, sous les planches. » Elle montra du doigt une trappe dissimulée. Elle disait que tout finirait le mardi, que le vieux allait enfin tomber. Et lui, Marc, il disait qu'il avait tout préparé, les papiers, les comptes, les hommes. Émile sentit un frisson glacé lui traverser la colonne. « Tu les as vus? Ensemble ?» Une fois, il l'a embrassée. Et il a brûlé une photo. C'était toi sur la photo. Il ferma les yeux, un instant. La confirmation était là. Les deux avaient été amants, complices, assassins potentiels. « Tu as entendu autre chose ?» Luna hésita. Puis, d'une voix presque inaudible, elle a dit qu'elle n'aurait jamais pu faire ça si je n'étais pas revenu. Il fronça, les sourcils. Revenu, elle hocha lentement la tête sans développer. Mais ses yeux brillaient d'une douleur ancienne. Émile sentit qu'il venait d'atteindre quelque chose de plus profond, un secret enfoui, bien plus personnel qu'il ne l'avait imaginé.
Tu vas venir avec moi maintenant. Tu ne peux pas rester ici. Luna recula légèrement. Et s'il me trouve, je te protégerai, je te le promets. Il la prit dans ses bras, sentant son corps trembler. Elle n'était qu'une enfant, mais elle portait le poids de vérités trop lourdes pour son âge. Sur le chemin du retour dans la voiture silencieuse, Luna murmura une phrase que seul Émile entendit. « Tu ne sais pas encore pourquoi je suis venu, mais bientôt, tu comprendras. » Le silence dans la voiture n'était plus le même. Il n'était pas seulement chargé de fatigue ou de peur. Il contenait désormais une promesse, celle d'une vérité sur le point d'éclater. Émile jetait de temps à autre un regard discret à Luna, assise à ses côtés, les mains serrées sur ses genoux, le regard perdu dans le paysage grisâtre de la banlieue lyonnaise. Chaque mot qu'elle avait prononcé dans cette usine délabrée résonnait en lui comme un écho d'un passé qu'il croyait révolu. « Tu ne sais pas encore pourquoi je suis venu. » Cette phrase ne cessait de le hanter. Il ramena Luna dans sa propriété, prenant toutes les précautions pour éviter les regards curieux. Il ordonna à son personnel de se retirer pour la soirée et confia la surveillance de la maison à 2 agents de sécurité privés. Dans le salon, il fit préparer une chambre pour la fillette. Elle semblait méfiante, mais pas effrayée. Comme si elle savait qu'elle était à l'endroit où elle devait être. Ce n'est qu'après le dîner qu'elle accepta de lui parler de nouveau. « Tu sais que je ne suis pas une inconnue pour toi, » dit-elle soudain, alors qu'il lui servait un chocolat chaud. Émile la regarda surpris. « Que veux-tu dire ?» Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une vieille photographie, froissée, abîmée. Elle la tendit à Émile. Il la prit, la déplia lentement. Sur l'image, il reconnut un visage connu mais flou de souvenir, celui d'une jeune femme brune au sourire timide, vêtue d'un uniforme de service. Une domestique. Elle tenait dans ses bras un bébé emmitouflé dans une couverture. « Ma mère, » dit Luna. « Elle travaillait ici il y a longtemps. Tu ne te souviens pas d'elle, n'est-ce pas ?» Émile resta figé, un vertige le prit. Il observait la femme, scrutant ses traits, essayant de l'associer à un nom, à une période. Puis quelque chose se fissura en lui, un souvenir lointain, enfoui. Une jeune employée, discrète, qui avait travaillé dans une de ses propriétés avant son mariage avec Isabelle. Il se rappelait d'un regard souvent fuyant, d'un silence respectueux, d'une absence soudaine. Elle avait quitté son service sans explication un jour d'hiver. Il n'avait jamais su pourquoi. « Comment s'appelait-elle » demanda-t-il, la voix rauque. « Élise. Élise Morvan. » Émile lâcha la photo. Le nom, cette fois, le frappa, de plein fouet. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers elle. « Et ton père » demanda-t-il. Luna haussa les épaules. Elle n'en parlait jamais, sauf une fois. Elle m'a dit que c'était un homme important, mais qu'il ne savait pas, qu'il ne saurait jamais. Elle est morte il y a 2 ans, et avant de mourir, elle m'a dit de te trouver. Émile s'assit lourdement. Le monde autour de lui vacillait. Il comprenait à peine ce qu'il entendait, mais au fond de lui, quelque chose s'éclairait, une lueur douloureuse mais réelle. « Tu crois que je suis ton père ?» « Je n'en suis pas sûr, mais elle l'était. » Le silence tomba à nouveau. Mais cette fois, il était chargé d'un passé renaissant, d'un avenir incertain, d'un lien entre eux qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Le lendemain, Émile fit discrètement prélever un échantillon de salive à Luna et envoya un test ADN à un laboratoire privé avec ses propres données en comparaison. Il n'avait jamais cru aux coïncidences, mais ce qui se dessinait sous ses yeux relevait d'un destin qu'il ne pouvait plus ignorer. Pendant ce temps, l'enquête sur Isabelle et Marc avançait. Claude, son avocat, lui remit les résultats d'une filature récente. Marc Vélin avait été localisé. Il se cachait sous un faux nom, dans un appartement discret au cœur du 8e arrondissement. Les policiers, informés, attendirent le moment propice pour intervenir. Mais Émile ne voulait plus être spectateur. Il voulait des réponses. Et il les voulait de la bouche de Marc. C'est pourquoi, contre l'avis de Claude, il se rendit lui-même à l'adresse indiquée. Il monta les marches lentement, le cœur battant. Arrivé devant la porte, il frappa 3 coups secs. Pas de réponse. Il attendit. Puis un bruit à peine audible, des pas étouffés, un froissement. « Marc, c'est Émile. Ouvre cette porte. On doit parler. » Un silence tendu s'installa. Puis la serrure tourna, lentement, et la porte s'ouvrit. Face à lui, Marc Vélin, vieilli, amaigri, mais toujours ce regard vif, cynique.
Je me doutais que tu viendrais, dit-il. Émile entra sans attendre l'invitation. Tu as deux choix, me dire tout maintenant, ou le dire à la police dans une cellule. Marc soupira, s'affala sur une chaise. Tout est fini, hein? Isabelle est tombée? Émile ne répondit pas. Il s'assit face à lui, le regard droit. Parle. Et Marc, pour la première fois, commença à tout raconter. Marc s'était affaissé sur sa chaise comme un homme au bout de toutes ses forces. Émile, face à lui, restait immobile, les yeux rivés sur ce visage qui, autrefois, inspirait confiance. Aujourd'hui, il n'y voyait plus que la trahison, la cupidité et un fond de rancune ancienne. Tu veux tout savoir? Très bien, Émile. Mais ne t'attends pas à des justifications. Je vais te dire ce que tu refuses de voir depuis des années. Il se pencha en avant, les coudes sur ses genoux, les mains jointes. J'ai été humilié, jeté comme un chien quand tu m'as viré. Tu crois que je t'en voulais juste pour ça? Non. Ce que je t'en voulais, c'était ta suffisance, ta manière de croire que tu étais intouchable. Alors oui, j'ai décidé de me venger, mais pas n'importe comment. Pas avec de la violence ou des menaces. Non. J'ai choisi la manière qui ferait le plus mal, t'enlever tout ce que tu avais sans que tu ne comprennes comment. Émile serra les poings. Il se força à ne pas réagir, à rester concentré. « Et Isabelle? Tu l'as rencontrée après mon divorce ?» Marc éclata d'un petit rire sec. « Non. Tu crois vraiment qu'elle est tombée amoureuse de toi par hasard? C'est moi qui l'ai approchée. C'est moi qui l'ai choisie. Elle avait besoin d'un homme riche, d'une couverture, d'un rôle à jouer. Elle a fait bien plus que ce que j'imaginais. Elle t'a séduit, t'a épousé, a gagné ta confiance, et pendant 10 ans, on a tout construit ensemble. » Il sortit un vieux téléphone de sa poche, l'activa et montra à Émile une série de vidéos et d'audio. Des enregistrements de conversations avec Isabelle, leurs voix, leurs projets, leurs rires complices. On les entendait parler de comptes offshore, de transferts, de signatures imitées, de moments précis à exécuter. Un enregistrement en particulier glaça Émile. Isabelle parlait du dîner. Il faut que ça paraisse naturel. Il boit du vin tous les soirs. Il ne posera pas de questions. Une bouchée et ce sera fini. Et toi, tu n'auras plus qu'à activer le transfert. Marc commenta froidement. Tu étais un pion. On avait tout prévu. Ton testament, les sociétés, les actions. Même tes chiens auraient reçu une lettre de condoléances. Ça, Luna, tu savais qu'elle entendait tout ça? Marc fronça les sourcils. Luna, qui? La petite fille qui a sauvé ma vie. Elle était cachée dans l'immeuble où vous vous retrouviez. Marc blêmit légèrement. Ce fut suffisant pour qu'Émile comprenne qu'il ne mentait pas. Il n'avait pas prévu ça. La fillette avait été l'élément imprévu, l'interférence, la faille dans leur plan parfait. « Tu ne savais pas, » murmura Émile. « Non. Et elle sait quoi exactement? Assez pour te faire tomber. » Marc se leva lentement. Il n'était plus dans le jeu du contrôle. Émile avait inversé la dynamique. Mais avant qu'il puisse réagir davantage, Émile se leva aussi, sortit son téléphone et appuya sur un bouton. Quelques secondes plus tard, 2 policiers en civil entrèrent dans l'appartement, menottes à la main. Marc ne tenta pas de fuir. Il se contenta de lancer un regard à Émile, un regard chargé de haine résignée. « Tu n'as rien gagné, Émile. Même si tu crois que c'est fini, il reste des choses que tu ignores encore. » Émile ne répondit pas. Il regarda Marc être emmené, les poignets entravés, puis il se tourna vers le policier principal. « Je veux que toutes les preuves soient analysées. Il y a une clé USB, des relevés, des enregistrements. Tout est là. » Le policier hocha la tête. « Et Isabelle? Toujours à l'hôpital, mais elle va bientôt se réveiller. » Il quitta les lieux sans un mot de plus. Dans la voiture qui le ramenait chez lui, il sentit un vide immense s'installer en lui. Pas un soulagement, une fatigue sourde, comme si les fondations de sa vie avaient été entièrement démontées. Mais une chose le tenait encore debout, Luna. Le soir même, alors qu'il montait l'escalier pour voir si elle dormait, il trouva la lumière de sa chambre encore allumée. Elle lisait un vieux livre illustré, lové dans un fauteuil. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « J'ai parlé à Marc, dit-il. Il a tout avoué. » Elle le regarda, sérieuse. « Et maintenant ?»« Maintenant. On attend que ta mère me dise la vérité. » Enfin, Luna baissa les yeux. Elle ne pourra pas. Elle est morte, en me laissant un secret. Je ne sais pas si tu es prêt à l'entendre. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Dis-le-moi, Luna, je veux tout savoir.
Elle le fixa droit dans les yeux. « Tu n'étais pas censé me retrouver, mais je suis venu parce que je crois que tu es mon père et parce que je crois que quelqu'un a tué ma mère. » Émile resta sans voix. La trahison d'Isabelle n'était peut-être que la surface d'une vérité plus ancienne. Une vérité liée à Élise, à un passé qu'il avait laissé derrière lui, et que Luna, par sa seule présence, venait de faire ressurgir. Les murs blancs de l'hôpital semblaient plus froids que d'ordinaire. Émile marchait lentement dans le couloir du 2e étage, là où Isabelle avait été transférée après avoir repris connaissance. Il ne savait pas ce qu'il ressentait. Colère sans doute, curiosité peut-être, mais surtout un vide profond, comme si les fondations même de sa réalité s'étaient écroulées. Il tenait dans sa main une copie du rapport de police, une sélection des preuves qu'il avait remises aux autorités. Les relevés bancaires, les enregistrements, la signature falsifiée sur le faux testament. Tout ce qu'il fallait pour l'inculper. Il s'arrêta devant la porte. 2 policiers en civil l'attendaient, l'air grave. Ils hochèrent la tête lorsqu'il leur présenta les documents, puis ouvrirent lentement la porte. Isabelle était là, assise dans son lit, le teint pâle, les yeux cernés. Elle portait une blouse d'hôpital et tenait un verre d'eau entre les mains. Lorsqu'elle le vit entrer, son regard ne montra ni peur ni surprise. Juste une résignation, silencieuse. « Tu viens finir le travail ?» lança-t-elle, la voix éraillée. « Non. Je viens comprendre pourquoi tu as voulu finir le tien, » répondit-il calmement. Elle sourit, un rictus amer au coin des lèvres. « Parce que je t'ai toujours haï, parce que tu avais tout et tu n'as jamais rien regardé. » Émile posa les documents sur la table de chevet, s'assit dans le fauteuil près du lit. « J'ai parlé à Marc. » Elle tourna la tête vers la fenêtre. « Bien sûr, il a tout dit, n'est-ce pas? Il m'a montré vos plans, vos comptes, et les enregistrements. Tu parles du dîner, de ma mort. Il n'y a plus rien à nier. » Un long silence s'installa. Puis elle murmura. « C'était censé être simple. Tu meurs, l'argent m'appartient. On disparaît. Et tu restes dans les journaux comme un homme respecté, disparu tragiquement. Ironique, non? Pourquoi tout ça, Isabelle? Tu m'aurais eu dans un divorce. Tu aurais pu partir avec des millions sans avoir à me tuer. » Elle le regarda enfin. « Parce que ça ne suffisait pas. Ce n'était pas l'argent. C'était le contrôle, le pouvoir. Je voulais que tu perdes tout, même ta dignité, même ta mémoire. » Il fronça les sourcils. « Et Luna? Tu savais qu'elle t'écoutait dans ce bâtiment ?» Isabelle blêmit légèrement. « La petite? » « Non, on pensait que l'endroit était vide. Tu veux dire que c'est elle? » « Qui m'a sauvé, oui. Elle t'a entendu. Elle a tout entendu. » Elle baissa les yeux. Pour la première fois, une faille apparut dans son masque de dureté. « Elle est spéciale. Elle ressemble à Élise. » Le nom fut comme une gifle. Émile se redressa. « Tu l'as connue? Elle travaillait pour toi, tu ne t'en souviens même pas, n'est-ce pas? Et pourtant, elle t'adorait, elle parlait toujours de toi, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tu l'as oubliée, moi non. Qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle? » Elle releva les yeux, une lueur étrange dans le regard. « C'est à cause d'elle que tout a commencé. Tu n'étais pas censé avoir une autre vie avant moi. Et quand j'ai compris ce que tu avais laissé derrière, ce que tu avais abandonné, ça m'a donné une raison. Abandonné? Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Mais Marc, lui, le savait. Et moi, je l'ai su après. Et crois-moi, ça a tout changé. » Émile sentit le monde vaciller à nouveau sous ses pieds. « Tu insinues que tu savais que Luna était ma fille? Je le savais. Pas au début. Mais quand Marc m'a montré une vieille photo, quand j'ai compris qui était Élise, ce qu'elle avait subi, tu l'as laissée tomber, Émile, et elle est morte dans l'ombre. Non, je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. » Comme toujours. Les policiers, silencieux jusque-là, s'approchèrent. « Madame Duval, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, escroquerie, falsification de documents et association de malfaiteurs. » Elle ne résista pas. Lorsqu'ils passèrent les menottes à ses poignets fins, elle jeta un dernier regard à Émile. « Tu croyais que ta vie était parfaite, mais tu n'as jamais regardé sous la surface, tu ne savais rien de moi. » Et encore, moins d'elle, il ne répondit rien. Il la regarda être emmenée, droite, fière malgré tout, comme une reine déchue marchant vers son procès. Seul dans la chambre vide, Émile s'effondra dans le fauteuil. Une douleur sourde pulsait dans sa poitrine.
Pas à cause de la trahison, pas à cause du plan diabolique, mais parce qu'au fond, elle avait raison sur un point, il n'avait rien vu. Le lendemain, les résultats du test ADN arrivèrent, positifs. Luna était sa fille. Émile resta longtemps à observer le dossier du laboratoire. Les mots « compatibilité génétique confirmée » imprimés en haut de la page. Il le relut plusieurs fois, comme si chaque nouvelle lecture pouvait en changer le sens. Mais il n'y avait aucun doute. Luna était bien sa fille. Le sang d'Émile Duval coulait dans les veines de cette enfant silencieuse, forte, qu'il avait sauvée sans même savoir pourquoi exactement. Il sentit quelque chose se briser en lui. Pas de douleur, pas de soulagement non plus. Plutôt une prise de conscience brutale, un retour en arrière qui le forçait à revisiter tous les choix qu'il avait faits. Élise, le regard timide qu'elle posait sur lui, son départ brusque, et cette vie qu'il avait ignorée, qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il redescendit lentement dans le salon. Luna était là, assise sur le tapis, en train de construire une étrange figure avec des pièces d'un vieux jeu de construction. « Luna », dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Elle avait compris. Il n'eut même pas besoin de parler. Elle posa la dernière pièce de sa structure au sol et murmura « C'est vrai, n'est-ce pas ?» Émile s'agenouilla à côté d'elle. Il hocha lentement la tête. « Oui, je suis ton père. » Elle détourna le regard, comme si elle s'y attendait depuis toujours. « Maman me disait que tu étais un homme important, mais que tu n'avais pas de place pour nous, qu'elle ne voulait pas t'en demander. » Il inspira lentement, tentant de contrôler la vague d'émotions qui montait en lui. Elle avait tort, pas sur toi, mais sur moi. Je ne savais rien, et je ne lui ai jamais donné la possibilité de me le dire. C'est moi qui ai fui, sans le savoir. Luna resta silencieuse quelques secondes, puis, sans prévenir, elle se rapprocha et l'entoura de ses bras. Émile la serra contre lui, les yeux fermés. Une chaleur douce, inconnue, l'envahit. Il n'avait jamais rien ressenti de tel. Une responsabilité nouvelle, un amour immédiat, brut, sans condition. « Tu n'as plus besoin de te cacher maintenant, » dit-il. « Est-ce qu'on va partir d'ici » demanda-t-elle. Il la regarda, surpris. « Pourquoi partir ?» Elle fronça les sourcils, une tristesse soudaine dans le regard. « Parce que les gens comme toi, ils ont une autre vie. Et je suis le souvenir d'un secret. Je suis le rappel de tout ce que tu veux oublier. » Il secoua la tête, la voix ferme. « Non, Luna, tu es ce que je veux réparer, ce que je dois réparer. » Les jours suivants furent un tourbillon. Isabelle fut officiellement inculpée. Marc accepta un accord avec la justice en échange de sa coopération totale. Il livra des détails supplémentaires, des noms de complices et même des informations sur d'autres délits financiers commis à l'international. Claude, l'avocat d'Émile, orchestra tout pour protéger les biens de son client et bloquer définitivement les transferts engagés. Mais Émile, lui, était ailleurs. Il consacra ses journées à Luna. Il l'inscrivit dans une école privée, engagea une psychologue spécialisée pour l'aider à surmonter les traumatismes de la rue du rejet et de l'abandon. Il transforma l'une des ailes de la maison en espace pour elle. Une chambre, une salle de jeu, une bibliothèque. Mais surtout, il passa du temps à lui parler, à l'écouter, à lui montrer qu'il était là, pour de vrai. Puis, un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, elle posa une question inattendue. « Est-ce que tu savais que maman avait peur ?» Il fronça les sourcils. « Peur de quoi ?» Elle m'a dit, juste avant de mourir, que quelqu'un l'avait menacée. Quelqu'un qui voulait que je disparaisse. Elle pensait que si je retrouvais mon père, je serais protégé. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé te chercher. » Émile sentit une tension ancienne remonter. « Tu crois que c'est Isabelle ou Marc ?» Luna haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un d'autre. »« Tu te souviens d'un nom, d'un visage ?» Elle réfléchit puis secoua la tête. « Non. Mais elle avait reçu une lettre avec une photo de moi prise dans la rue et derrière, quelqu'un avait écrit « Elle ne doit jamais retrouver sa place ». Émile sentit un frisson le traverser. Il avait cru que tout était terminé. Mais cette phrase ouvrait une brèche inquiétante. Quelqu'un, en dehors d'Isabelle et Marc, connaissait Luna. Quelqu'un qui voulait la faire disparaître. Quelqu'un qui ne figurait pas encore dans leur dossier. Il prit la décision le lendemain. Il engagerait une équipe de sécurité permanente, renforcerait la surveillance autour de Luna. Et surtout,
Il irait au bout de cette histoire, pour elle, pour Élise, pour lui-même. Mais Luna, ce soir-là, dans un dernier murmure, le prit par surprise. « Tu sais, je ne suis pas venu vers toi pour être sauvé. Je suis venu pour te sauver. Maman m'a dit que tu allais tomber, que tu allais mourir sans même comprendre pourquoi, et que si je pouvais t'atteindre, alors peut-être tu aurais une autre chance. » Émile ne répondit rien. Il la regarda, fasciné. Une enfant, son enfant, celle qu'il avait sauvée 2 fois, une première fois avec un cri dans la rue, et une seconde, en lui offrant un sens qu'il croyait perdu. Les jours s'étaient écoulés avec une étrange fluidité. Émile n'était plus l'homme qu'il avait été. Chaque matin, il se réveillait plus tôt, non pour plonger dans ses bilans comptables ou surveiller les fluctuations de ses actions en bourse, mais pour préparer le petit déjeuner de Luna, pour l'accompagner à l'école, pour l'écouter raconter ses rêves, ses peurs, ses souvenirs brisés. Il apprenait à devenir père, un rôle qu'il n'avait jamais imaginé endosser à ce stade de sa vie. Et pourtant, il s'y engageait, avec une intensité presque fébrile, comme si c'était la seule chose encore capable de le réconcilier avec lui-même. Mais malgré cette lumière nouvelle, les ombres restaient là, tapies dans les coins de son esprit. Les paroles de Luna résonnaient sans relâche. Elle ne doit jamais retrouver sa place. Il avait chargé Claude de rouvrir le dossier de la mort d'Élise. Officiellement, elle était décédée d'un arrêt cardiaque dans un appartement social d'un quartier défavorisé. Mais aucune autopsie n'avait été menée à l'époque. Aucune enquête sérieuse. Juste une disparition. De plus dans les marges d'un monde qui ne s'arrête jamais pour les invisibles. Claude réussit à retrouver l'ancien dossier, conservé dans les archives judiciaires de Lyon. Plusieurs éléments soulevèrent aussitôt des doutes. Le rapport de police mentionnait la découverte du corps par une voisine après plusieurs jours. Aucune trace de lutte, mais l'appartement avait été fouillé. Des papiers manquaient. L'agent en charge de l'affaire à l'époque était introuvable. Pire encore, le propriétaire de l'immeuble où vivait Élise n'était autre que l'une des sociétés écrans découvertes dans le réseau de Marc Vélin. Émile sentit sa mâchoire se crisper. Était-ce une coïncidence? Ou Élise avait-elle été éliminée parce qu'elle savait quelque chose? Parce qu'elle menaçait d'une manière ou d'une autre le plan d'Isabelle et Marc? Il demanda une exhumation du corps, difficile à obtenir, mais justifiée par les nouveaux éléments. Le médecin légiste, discret et fiable, confirma ce qu'Émile redoutait. Des traces d'un sédatif puissant avaient été retrouvées dans les tissus. Une mort lente, silencieuse. Élise n'était pas morte de cause naturelle, on l'avait tuée. Cette révélation acheva de briser en lui la dernière illusion. Isabelle ne s'était pas simplement montrée manipulatrice, ambitieuse ou cruelle. Elle était devenue meurtrière bien avant d'essayer de l'empoisonner. Et Marc, son complice, avait tissé les fils d'une toile beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait soupçonné. Mais ce n'était plus seulement une affaire de vengeance ou de trahison, c'était désormais une question d'héritage. Luna était la fille d'Émile, la dernière mémoire vivante d'Élise, et il était de son devoir de lui offrir une vie digne, loin de la peur, loin du mensonge. Il prit alors une décision radicale. Il allait réorganiser entièrement son patrimoine, vendre une grande partie de ses parts dans les entreprises, fermer certaines filiales, dont celle qu'Isabelle avait touchées, liquider les avoirs liés aux anciens comptes offshore. Il transforma une part importante de sa fortune en actifs éthiques orientés vers l'éducation, la protection de l'enfance, les services sociaux. Et surtout, il lança la création d'une fondation, la Maison d'Élise, destinée à accueillir, protéger et éduquer des enfants sans famille, exposés aux dangers de la rue et des réseaux clandestins. Claude, d'abord surpris, se montra admiratif de cette démarche. Il mit en place les structures juridiques pour que Luna devienne l'héritière légale de tous les actifs restants. Émile, de son côté, adopta officiellement la fillette. Ce fut une cérémonie discrète, à huis clos dans une salle de tribunal sobre. Lorsqu'on lui demanda si elle souhaitait porter le nom Duval, Luna regarda Émile avec un sourire timide, puis hocha la tête. « Oui, parce que maintenant, je ne suis plus seul. » Ce jour-là, Émile pleura pour la première fois depuis des décennies. Des larmes silencieuses, chargées de tout ce qu'il n'avait jamais osé ressentir. Mais les choix difficiles ne s'arrêtèrent pas là. Un jour, en rentrant de l'école, Luna le regarda longuement, puis lui demanda « Est-ce que tu veux savoir pourquoi maman ne t'a jamais rien dit ?» Il se tendit. « Oui. »
Elle sortit alors une lettre, pliée, jaunie. Elle la gardait avec elle depuis longtemps. C'était la dernière chose qu'Élise lui avait remise avant de mourir. Émile la lut lentement. La lettre ne contenait pas de reproches, seulement des mots doux, pleins de regrets, d'affection lointaine. « Je ne voulais pas te forcer à m'aimer. Je t'ai vu, occupé, heureux dans ta vie, et je ne voulais pas te compliquer l'existence. Mais je ne pouvais pas vivre avec ce secret. Alors j'ai élevé notre fille dans l'ombre, avec tout l'amour que j'avais. » Il serra la lettre contre son cœur, les yeux fermés. « Elle m'a protégé, jusqu'au bout. Et moi, je suis venu te réveiller, » dit Luna, comme elle l'aurait voulu. Ce soir-là, ils restèrent ensemble sur la terrasse, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Le passé était désormais un champ de ruines, mais l'avenir avait un visage, une voix, une promesse. Les feuilles d'automne tourbillonnaient dans l'air clair de Lyon, dessinant des arabesques silencieuses entre les pavés anciens du vieux Lyon. Émile et Luna marchaient côte à côte, sans se presser, comme deux promeneurs unis par un secret indissoluble. Elle portait un manteau bleu marine et un bonnet en laine grise, ses pas plus assurés qu'avant, ses yeux moins craintifs. Lui, vêtu simplement, tenait une sacoche en cuir dans laquelle reposaient les derniers documents de la fondation qu'il venait d'inaugurer. Ils passèrent devant l'ancien feu tricolore, celui-là même où Luna lui avait crié, un soir de pluie, l'avertissement qui avait tout changé. Il s'arrêta quelques secondes, leva les yeux vers les immeubles environnants. Rien n'avait changé à l'extérieur, mais pour lui, chaque brique, chaque fenêtre, chaque bruit de pas résonnait désormais autrement. Ce coin de rue n'était plus banal, c'était le point de bascule entre sa vie d'avant et celle qu'il avait commencé à reconstruire. « C'est ici que je t'ai vu pour la première fois, » dit-elle doucement. « Et c'est ici que j'ai commencé à voir. »« Vraiment ?» répondit-il. Ils continuèrent jusqu'à la grande place, où une scène avait été montée pour l'inauguration publique de la maison d'Élise. Une foule s'était rassemblée, journalistes, bénévoles, anciens collègues, simples citoyens. Certains reconnaissaient Émile, d'autres s'étonnaient de sa présence discrète. Il ne monta pas sur scène. Ce n'était pas sa place, c'était Luna qu'il mit en avant. Elle prononça quelques mots timides mais clairs, remerciant ceux qui avaient cru qu'un enfant de la rue pouvait avoir un avenir. La fondation s'était installée dans un ancien couvent réhabilité, aux abords de Lyon. Plusieurs dortoirs, des salles de classe, des jardins, des ateliers. Une structure pensée non pas pour sauver, mais pour construire. Émile y passait de longues heures chaque semaine, non comme mécène mais comme bénévole. Il aidait à faire les courses, à monter les meubles, à lire des histoires aux plus jeunes. Et surtout, il écoutait. Écouter les récits brisés des enfants devenait sa nouvelle forme d'attention, une manière de réparer lentement ce qu'il avait ignoré si longtemps. Il avait vendu plusieurs de ses entreprises, fermé d'autres. Son nom, autrefois associé au luxe et à la froide efficacité, apparaissait désormais dans des dossiers de projets sociaux, des subventions humanitaires, des colloques sur l'inclusion. Certains anciens partenaires le critiquaient, l'accusaient de folie tardive, de romantisme naïf. Il ne répondait jamais. Il n'avait plus à se justifier. Il vivait selon une autre logique. Un soir, alors qu'il rentrait avec Luna de la fondation, elle lui demanda « Tu crois que maman serait fière ?» Il réfléchit quelques secondes. « Je crois qu'elle t'a confié une mission et que tu l'as accomplie bien mieux que quiconque aurait pu le faire. » Elle sourit, les yeux brillants. « Et toi, tu crois que tu es un bon papa ?» Il rit doucement. « Je ne sais pas, mais je fais tout pour le devenir. » Ils passèrent devant un groupe d'enfants mendiants. Émile s'arrêta, s'agenouilla, échangea quelques mots avec eux. Il leur proposa de venir visiter la fondation. Pas demain. Ce soir. Ils hésitèrent, puis acceptèrent. Luna les guida doucement jusqu'à la voiture. Elle savait leur parler. Elle savait ce que signifiait avoir froid, avoir faim, avoir peur. Ce fut ainsi, jour après jour, que leur vie trouva un nouveau rythme. Fait de gestes simples, de décisions lourdes, mais surtout de présence. Une présence réelle, constante. Un soir d'hiver, alors qu'ils regardèrent la neige tomber sur le jardin, Luna s'approcha de lui et glissa un petit papier dans sa main. Il l'ouvrit. Dessiné à la main, avec maladresse, se trouvaient un cœur, un homme, une femme et une fillette. « C'est nous, dit-elle.
Maintenant, c'est ça, ma famille. Émile la serra contre lui, le cœur lourd d'une gratitude qu'aucun mot ne pouvait traduire. Il avait tout perdu. Il avait presque tout ignoré. Mais dans ce chaos, une voix d'enfant lui avait offert une renaissance. Et cette fois, il était prêt à vivre vraiment.